Bonjour Monsieur Eric Dénessé. Alors, c'est difficile de vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Beaucoup vous connaissent parce que vous écrivez beaucoup, vous intervenez sur de nombreux médias. Mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez un parcours particulièrement riche, peut-être qu'on ne va pas tout réussir à aborder. Vous êtes docteur en sciences politiques et vous êtes aussi un spécialiste du renseignement. Il me semble que vous avez travaillé pour le SGDN. Vous avez été donc vous êtes un homme de livre, mais vous êtes aussi un homme de terrain. Vous avez créé il y a quasiment 25 ans le Centre français de recherche sur le renseignement, que les intimes appellent le CF2R. Et vous avez travaillé pour de nombreuses entreprises. Mais vous êtes tombé du côté obscur de la force, semblerait-il pour certains, car vous avez émis des positions iconoclastes, en tout cas peu orthodoxes par rapport aux médias, au moment de la guerre en Libye, au moment de la guerre en Syrie, du conflit en Ukraine, au point où vous faites partie de ceux qui ont été accusés d'être pro-Kremlin. Vous avez pu être pro-Kadhafi, pro-Assad, mais en fait, le temps passant, il semble que vos analyses n'étaient pas fausses, celles d'autres l'étaient. Et vous avez également travaillé sur le cas Alstom, où vous avez parlé de trahison des élites françaises, ce qui vous a valu d'être alpagué par quelques-uns. Une première question sur le Centre français de recherche sur le renseignement. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est et quel est le travail que vous y menez? Mais tout d'abord, bonjour aux éditeurs, bonjour à vous, merci de votre invitation. Je suis ravi d'intervenir sur Fréquence Populaire. Comme vous le disiez, on ne prête qu'aux riches, donc depuis maintenant une dizaine d'années, le CF2R et son équipe qui ne travaillent que sur les faits, puisque nous sommes pour plus de la moitié dans ce centre de recherche des anciens officiers de renseignement français, issus de tous les services intérieurs, défense, extérieurs. Voilà, quand nous nous concentrons sur les faits, nous sommes bien sûr des gens qui pouvons déranger, parce que comme Cassandre, nous apportons des nouvelles qui sont parfois des mauvaises nouvelles et qui déplaisent à ceux qui veulent imposer un narratif ou qui vivent dans un monde totalement déconnecté des réalités. Alors, notre centre, comme vous l'avez dit, va fêter ses 25 ans dans quelques semaines, début 2025. Donc, nous sommes créés début 2000 avec une volonté à la fois de développer la culture du renseignement dans la société française, mieux faire connaître le rôle des services, à quoi ils servent, comment ils fonctionnent, comment ils sont contrôlés, et puis également d'utiliser ces savoir-faire en matière de connaissance du dessous des cartes, puisque le renseignement, c'est bien sûr aussi connaître le dessous des cartes, pour produire des analyses internationales justement sur les grands conflits, les crises, les enjeux géopolitiques, avec un autre point de vue que celui des seuls journalistes ou des seuls, je dirais, universitaires à 100% qui n'ont pas toujours la perception de ce qui se passe, je dirais, derrière le rideau. Et donc, nous avons pour habitude d'aller un peu plus loin. D'abord parce que nous en avons l'expérience et nous savons décrypter les différents niveaux d'une réalité qui nous est présentée. Et puis ensuite parce que nous allons sur le terrain. Nous sommes allés beaucoup sur le terrain au moment des printemps arabes. Nous sommes allés en Arménie au moment du conflit ou au Karabakh. Et puis nous avons beaucoup de réseaux parce que il y a une forme d'amicale des anciens des services de renseignement un peu partout dans le monde, ceux qui ont quitté, avec lesquels nous échangeons régulièrement, ce qui nous permet d'avoir aussi des points de vue et des informations différentes sur un certain nombre de grands dossiers. Est-ce que justement, ce n'est pas ça votre problème d'être un réaliste en relations internationales et pas idéologue, et donc de vous baser sur les faits? Est-ce que ce n'est pas ça qui est le principal problème avec les géopoliticiens de salon et plutôt de plateaux télévisés? Oui, vous avez raison. Je ne vois pas en quoi c'est un problème pour ma part, puisque effectivement, nous ne sommes pas là pour défendre un point de vue, nous sommes là pour analyser les faits. Et je dirais dans un deuxième temps, avoir quand même un certain nombre d'opinions concernant
je dirais, la politique étrangère française, parce que ce qui nous intéresse, c'est quand même les intérêts de notre pays et de ne pas nous fourvoyer dans des directions qui pourraient être nocives pour la France. Puis dans un second degré, effectivement, nous sommes plutôt favorables à tout ce qui pourrait rapprocher le monde d'une paix et de relations internationales équilibrées. Mais vu effectivement qu'un certain nombre de grandes puissances aujourd'hui et des médias qui leur sont inféodés nous servent je dirais, un menu médiatique totalement différent. Donc, ça nous a valu effectivement un certain nombre de critiques, d'accusations, aussi stupides que fausses que, je dirais, qu'inappropriées. Mais je dirais que c'est aussi une forme de reconnaissance de certaines de nos analyses. Si nous sommes autant attaqués, c'est parfois parce que nous avons mis le doigt là où ça faisait mal. Et pourtant, les faits sont têtus parce que je disais, une fois que le temps passe, je pense particulièrement à la malheureuse expérience libyenne ou aux événements de la guerre civile en Syrie. Finalement, ce que vous disiez, en gros, c'est ce qui s'est passé. Vous avez bien analysé les risques. Est-ce que parfois vous avez des retours, des gens qui s'excusent ou qui disent ah ben non, finalement vous aviez raison. Vous n'êtes pas un agent d'Assad ou vous n'êtes pas un agent de Kadhafi. C'est amusant parce que ça arrive, c'est assez rare parce que généralement ceux qui se trompent et qui nous ont attaqués n'ont bien sûr ni le courage ni intérêt d'ailleurs à reconnaître et notre comment dire la pertinence de notre analyse et surtout leurs propres erreurs, donc c'est extrêmement rare, mais ça arrive toutefois effectivement sur ceux qui n'étaient pas d'accord mais qui généralement ne l'affichaient pas, qui reviennent vers nous en disant effectivement vous aviez raison, ce qui ne veut pas dire que nous ne commettions pas nous-mêmes des erreurs. Mais nous tentons aussi de les expliquer. Par exemple, je me souviens avoir rédigé un papier en février 2021 en disant que les Russes n'iraient pas, ou en janvier peut-être, que je ne pensais pas que les Russes passeraient à l'offensive en Ukraine, mais je n'avais pas à l'époque l'information sur laquelle les Ukrainiens s'apprêter à déclencher une offensive contre le Donbass. Et voilà, à un moment donné, quand on fait une analyse et qu'on n'a pas toutes les informations, il y a obligatoirement un certain nombre de distorsions qui peuvent se produire. Nous essayons de faire amende honorable, mais je dois reconnaître que nous ne sommes pas souvent trompés. Alors, je vais vous dire, c'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais c'est parce qu'on essaie d'en rester aux faits. D'abord, c'est une partie de notre culture. Quand on a été dans le renseignement, on s'attache toujours à cela, ne pas se faire de construction intellectuelle, ne pas se faire de films, pas se faire de complots non plus, essayer de définir les choses. C'est aussi le fait, comme je vous le disais, d'aller sur le terrain et puis d'avoir suffisamment de contacts qui nous permettent d'avoir une vision assez, comment dire, assez précise de ce qui se passe. Et c'est pour ça que nous nous exprimons très très peu sur la Syrie en ce moment parce que la situation est extrêmement confuse et que tous ceux qui avancent des points de vue moins d'une semaine après la prise de pouvoir par les islamistes risquent aussi fort de se tromper tant l'avenir est incertain. On peut tout de même supposer que le djihadisme inclusif et modéré est une notion qui a assez peu de chances de recourir à une quelconque réalité. Pardon ? Oui, j'allais dire, il y a une chose qui est évidente et qui nous fait sourire sur ce dossier syrien, c'est la vitesse à laquelle les États occidentaux sont prêts à reconnaître Hayat Tahrir al-Sham. Il faut rappeler que c'est un mouvement djihadiste qui est issu à la fois d'Al-Qaïda et de Daesh, qui tient la zone d'Idlib depuis 2011, c'est-à-dire depuis plus de 13 ans, où il a commis des massacres, ils ont fait toute une série de choses, et je dirais en proportion, malgré l'atrocité des événements du 7 octobre en Israël, alors que le Hamas est bien sûr banni par tous, aujourd'hui on applaudit dès demain l'arrivée du HTC au pouvoir, et alors qu'il a quand même fait beaucoup plus de victimes que le Hamas. Alors, ça n'excuse pas le premier, mais je suis toujours surpris de voir la cécité, la bêtise ou la duplicité des régimes occidentaux qui condamnent les uns et qui finalement applaudissent les autres. C'est totalement incohérent. Ni n'excuse le régime de Bachar al-Assad. D'ailleurs, puisqu'on est sur ce sujet, c'est un petit peu surprenant. On a aujourd'hui une délégation, il me semble, qui est diplomatique française, qui est partie à Damas pour renouer des liens avec le nouveau pouvoir à Damas, donc le HTS de M. Djoulani, qui, comme vous l'avez dit, est non seulement un héritier, mais fut un des bras droits d'al-Baghdadi, a été lui-même à Daesh, a été à Al-Qaïda. Il est l'expression, la franchise locale de cette organisation terroriste, qui est responsable d'attentats
majeurs du Bataclan, World Trade Center, si on prend Al-Qaïda de 2001, Madrid, Londres, Bali, des dizaines et des dizaines, évidemment, dans les pays musulmans. Est-ce que nos pouvoirs publics l'oublient ou comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que effectivement, dans la mesure où la révolution syrienne a été déclenchée dès 2011 par des intérêts saoudiens, qataris, américains et autres, le fait de voir 13 ans après la victoire de cette faction fait que les États occidentaux s'en réjouissent et veulent renouer des liens avec ceux finalement qu'ils ont aidés plus ou moins directement à arriver au pouvoir. Je rappelle les déclarations de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères de l'époque, sur les performances de Al-Nosra, donc la branche locale d'Al-Qaïda, qui aurait fait du bon travail. Donc ça, effectivement, c'est contre nature par rapport à nos valeurs démocratiques, par rapport à je dirais, à nos valeurs morales d'ailleurs, et ce que devrait être notre politique étrangère. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que vu qu'on ne sait pas du tout comment on va évaluer ce régime, c'est toujours intéressant d'établir très vite des relations avec lui. Donc, sur un plan technique, ce n'est pas une mauvaise chose que nous envoyions des diplomates et que peut-être nous rouvrions à terme un poste de nos services localement, parce que ça permet au moins d'avoir un contact et de dialoguer avec ces gens. Si bien sûr ils se révèlent être des islamistes farouches, comme on en a tous la crainte, au bout de quelques semaines ou quelques mois, il sera important de nouveau de rompre, mais sur un plan technique, c'est toujours intéressant d'avoir des relations avec quelqu'un qui ne partage pas nos valeurs, parce que sinon, il n'y a pas de canal de communication. Maintenant, comme je vous le disais il y a un instant, le fait que nous ayons applaudi l'arrivée de ce régime en le montrant comme s'il était plus respectable que Bachar al-Assad, c'est un contresens total. Bachar n'était pas une référence, ça ne fait doute pour personne, et on en a les preuves ces derniers jours. Mais le Bachar de 2013 n'est pas le Bachar de 2024 n'est pas le Bachar de 2015, c'est pas le Bachar de 2002 ni de 2011. Et donc là, on assimile, on crée une confusion sur les dernières années du régime qui sont hautement critiquables, dans lequel il avait totalement dérivé, et c'est sur ce qu'il était en 2011 au début de la soi-disant révolution syrienne. Oui, car en 2008, Bachar el-Assad était à côté de Nicolas Sarkozy sur les Champs-Élysées où ses troupes spéciales défilaient. Je ne crois pas qu'en 2008 c'était un régime hautement démocratique, mais bon, passons. Ce qui est étonnant, c'est que dans cette période-là, nous avons retiré justement tous nos points d'observation, y compris de la DGSE, si je ne m'abuse pas, alors que les Allemands, eux, avaient, pendant toute la période Assad, maintenu une antenne de leur renseignement. Comment ça se fait que nous, alors que la Syrie, quand même, c'est important dans notre histoire et dans la zone d'influence de la France, comment ça se fait qu'on a même abandonné nos services qu'on n'ait pas maintenu des services de renseignement sur place? En tout cas, une zone de contact avec le gouvernement, je veux dire. C'est une décision hautement politique qui venait du ministère des Affaires étrangères qui a imposé son point de vue à la DGSE. La DGSE avait dit dès le début, finalement comme nous qui connaissions bien le pays dans lequel nous nous étions rendus à plusieurs reprises, que le régime ne tomberait pas. Il ne tomberait pas non pas parce que la population était admirative de Bachar al-Assad, ce n'était pas le cas, mais entre deux mots, ils préféraient choisir le moindre et à leurs yeux, Bachar d'abord n'était pas aussi pire que son père et surtout, ils préféraient avoir un autocrate qu'il connaissait, même s'il le contestait, ou en tout cas il se gardait de le contester pour ne pas aller en prison, que des islamistes qui pendaient tout ce qui n'était pas d'accord avec eux, je dirais, au hand des réverbères et faisaient des massacres en interdisant d'ailleurs les autres religions. Donc ce n'était pas par gaieté de cœur, mais la majorité de la population, c'est-à-dire les chrétiens, les minorités chiites, les bourgeoisies sunnites aisées, et bien sûr tout le clan des Alaouites était de facto favorable au maintien des régimes qu'ils connaissaient, qui représentaient à leurs yeux, en tout cas au départ, une digue contre les islamistes. Mais je crois que ce qu'il faut rappeler aux auditeurs, c'est que cette guerre civile syrienne a commencé en 2011, nous sommes en 2024, c'est-à-dire 13 ans de guerre interne continue. Depuis quand, en France, n'avons-nous pas connu 13 ans de guerre interne? Eh ben, écoutez, je crois qu'il faut remonter à la guerre de 30 ans. Parce que les guerres de Napoléon ont duré une quinzaine d'années, mais elles étaient extérieures. Les guerres de la Révolution n'ont pas duré 10 ans, 1789, 1799, avec l'épisode vendéen, notamment dans les années 1793, 1796. Donc, après, la Première Guerre mondiale a duré 4 ans, la Seconde Guerre mondiale a duré 6 ans. Il y a donc plusieurs siècles qu'en France,
nous n'avons pas connu 13 années de guerre continue. Et donc, Bachar, qui était un homme qui n'était loin d'être un autocrate sanguinaire au début de son règne, et en 2011, il est devenu, c'est ce que disent les Syriens qui le soutenaient, il est devenu sur les 2-3 dernières années, de manière a priori extrêmement documentée. Mais comment voulez-vous, à un moment donné, et je ne dis pas ça pour le défendre, qu'un autocrate avec le couteau sous la gorge depuis 13 ans ne finisse pas par dériver dans des politiques et des attitudes tout à fait inadmissibles. Je rappellerai que le Bachar de 2008, comme le Bachar de 2011, n'était absolument pas pire que beaucoup de chefs d'État africains que nous avons soutenus pendant des années, il n'est absolument pas pire qu'un Erdogan ou qu'un Ben Salman dans des pays où les droits de l'homme sont quasiment inexistants. Voilà, donc aujourd'hui, la presse se fait des choux gras de la libération des prisons. Bien sûr, il y avait des choses tout à fait inqualifiables en Syrie. Mais encore une fois, ça n'a pas commencé en 2024, ça n'a pas commencé en 2011, ça n'a pas commencé en 2008, on le savait. Et à l'époque où nous avions des relations diplomatiques avec la Syrie, la prison de Sednaya existait déjà. Donc il faut se méfier de cette interprétation. Bachar n'est effectivement pas un démocrate, ce n'était pas quelqu'un de respectable, il l'a montré en quittant son pays. Mais vraiment, nous avons tout fait pour qu'il en arrive à cette extrémité. Et je ne suis pas sûr que par la politique irresponsable qu'ont conduit les États-Unis, le Qatar, l'Arabie saoudite, ça n'ait pas accéléré un certain nombre de trafics de drogue et de massacres qu'il a provoqués parce qu'il était totalement le couteau sous la gorge. D'ailleurs, ce que vous dites en 2011, je me souviens d'un rapport d'un ancien de la DGSE en poste en Syrie, Alain Chouet, qui avait fait un rapport tout à fait de cet ordre-là. D'ailleurs, il semble que les Russes aient été assez agacés les 2-3 dernières années, justement, par Bachar el-Assad, qui n'avait pas l'air de vouloir suivre leurs conseils, justement, en termes de détente interne et de réorganisation de l'armée, de relations avec la Turquie. Mais bon, on en saura plus quant aux Russes, parce que j'ai l'impression que c'est la partie la plus compliquée à comprendre de ce qui se passe en ce moment en Syrie. Pour en revenir à ce que vous faites, c'est-à-dire du renseignement de terrain, basé sur des faits, froids, pourrait-on dire. Est-ce que c'est ce à quoi ont accès nos dirigeants et après ils prennent une décision politique qui peut être complètement différente de ce que leur présente le renseignement, ou alors ils n'ont même plus accès à ce type de renseignement? Je pose la question parce que sur les derniers événements internationaux, que ce soit les déplacements d'Emmanuel Macron en Afrique noire, en Algérie, les prises de décision sur la Syrie, sur l'Ukraine, on a l'impression qu'ils ne semblent pas avoir accès à de l'information que pourtant des gens comme vous, très spécialisés, peuvent fournir. Est-ce que nos services ne font pas le travail ou ne les écoutent pas? Non, nos services font le travail, c'est absolument indéniable et ils le font bien. Et même sur la Syrie, peut-être pas tout au début lorsque le poste a été fermé, mais au bout de quelques années, nous avons quand même de très très bons spécialistes de la Syrie à la DGSE qui défendaient des positions qui n'étaient quasiment pas éloignées des nôtres, nous le savons par nos réseaux. Mais dès cette époque-là, notamment Laurent Fabius et Bernard Bachelet à l'époque, n'ont pas voulu écouter ces voix-là. Mais alors ça montre bien une chose, l'homme du renseignement, l'homme ou la femme du renseignement ne sont que des porteurs de nouvelles. Et si on n'écoute pas ce qu'ils disent, c'est le politique qui décide. Alors, je dirais heureusement, c'est parce que le politique est élu, le politique a des responsabilités, il s'est engagé devant la nation et il est responsable de ses actes. Il est au carrefour d'un certain nombre de moyens d'information. Normalement, nos services sont les plus appropriés pour lui transmettre de l'information, mais il a aussi le monde journalistique, il a le monde des think tanks, le monde académique, et puis il est aussi influencé par ce que donnent les services étrangers. Alors, généralement, quand des services étrangers donnent de l'information, ils le donnent plutôt à nos propres services, mais il y a aussi le rôle des ambassadeurs et des autres dirigeants politiques. Les uns et les autres s'appellent assez régulièrement, et quand un président américain, un chancelier allemand, un premier ministre britannique appelle un de notre président de la République ou certains de nos ministres, ils échangent de l'information. Et donc, ils peuvent bien sûr, au-delà des seuls faits eux-mêmes, ils peuvent très bien aussi leur dire, voilà, on est dans telle logique politique, et il faut donc que vous adoptiez cette attitude-là. C'est particulièrement le cas en France, malheureusement, depuis maintenant, je veux dire, depuis les années 2010. Les derniers grands sursauts que nous avons eus, c'est 2003 avec Jacques Chirac, qui malheureusement a tourné Kazakh très rapidement
dans les mois qui ont suivi le fait de s'être opposé à la politique américaine. Et non, moi je peux dire que nos services font du très bon travail, comme ils l'ont souvent fait d'ailleurs. Ce qui ne veut pas dire que les uns et les autres ne font pas des erreurs, n'ont pas des fenêtres sur lesquelles ils n'ont pas de vision, entre guillemets. Mais en tout cas, sur la Syrie, il y avait une connaissance assez précise. C'est comme dans 95% des cas, le politique qui n'en tient pas compte et qui décide de conduire une politique qu'il croit être celle qu'il faut conduire, alors soit par rapport à des intérêts personnels, à des négociations interalliées ou parce qu'il est victime d'influences de toute nature. Alors que l'on soit dans le renseignement ou que l'on soit politique ou simple observateur, citoyen, le monde que nous connaissons est dans un chamboulement géopolitique majeur. Certains parlent même, comme Emmanuel Todd, de moments historiques, de méta-moments historiques, puisqu'on serait dans la fin d'une domination occidentale sur le monde qui aurait commencé à la fin du XVe siècle, en 1492. Comment vous voyez, de manière beaucoup plus globale, ce changement du monde? Est-ce qu'on a la constitution d'un côté d'un bloc occidental derrière les États-Unis et d'un, pas vraiment bloc, mais une sorte de club du sud global, comme on dit, autour des BRICS, ou alors on se dirige vers une plus grande dislocation? Alors, je suis bien sûr d'accord avec ce que dit Emmanuel Todd, qui est souvent un analyste très pertinent, parce que lui aussi se base sur des faits qui ne sont pas ceux que nous regardons, mais qui sont tout aussi intéressants et qui viennent en complément. Il y a effectivement un recul très net de l'Occident qui va s'accélérer. Je dirais à quelque chose près. D'abord, il va être lent. Je ne crois pas nous sommes en perte de vitesse, nous sommes en perte d'influence pour des raisons économiques, démographiques, voilà, et même militaire sur un certain nombre d'aspects, mais l'histoire montre que quand les empires périssent, ils périssent finalement assez lentement. Donc nous avons, je dirais, du temps devant nous. La dédollarisation de l'économie ne va pas se faire en une décennie, donc tout ça va durer. J'ai parfois le sentiment aujourd'hui que nous sommes un peu dans une période qui correspond à celle de l'ère de Justinien, donc l'empereur byzantin. Vous savez, au moment où l'empire byzantin ne contrôlait plus que l'ancienne partie orientale de l'empire romain, et que grâce à l'intervention du général Bélisaire sous Justinien, à partir de 533, les Byzantins ont pu reconquérir toute l'Afrique du Nord, toute l'Espagne, toute l'Italie, enfin une partie de l'Espagne et toute l'Italie, avant finalement que tout cet empire romain d'Occident s'échappe définitivement. Donc, nous pouvons nous trouver aussi dans une période où, sur du cycle long, c'est une décadence de l'Occident, en tout cas une perte de l'influence de l'Occident qui va être assez irrémédiable, quoique progressive, et qu'en même temps il y a un sursaut momentané, comme ce que l'on voit aujourd'hui au Moyen-Orient avec les actions israéliennes, où là pour moi on est vraiment dans le syndrome de Bélisaire, c'est-à-dire que ce que font les Israéliens localement aujourd'hui leur permet d'avoir une victoire à très court terme, mais ne fait que fragiliser encore davantage l'existence d'un État hébreu pour les décennies à venir. Donc ce recul de l'Occident, on le voit. Moi, je le mesure beaucoup quand je me déplace, et notamment au Moyen-Orient. On voit cette perte de crédit et de confiance définitive dans les Occidentaux qu'on ne peut plus croire. Et pas uniquement pour la question israélo-palestinienne, c'est que le fait que nous nous soyons tous rangés derrière Washington, que nous appliquions systématiquement la politique américaine, que nous nous couchions devant les États-Unis, tout ça apparaît maintenant de manière extrêmement criante aux yeux du monde entier, et puis surtout qu'ils ont quand même d'autres référents. Ils regardent ce que font la Russie, comment l'économie russe résiste très bien, comment l'armée russe tient tête de manière extrêmement efficace à une armée ukrainienne, otano-ukrainienne. Il voit aussi les énormes avancées chinoises en matière de technologie, en matière d'économie. Donc le phare de la planète n'est plus un monde occidental. Et puis il y a le dernier aspect qui est important, c'est celui des valeurs. Et effectivement, pour toutes ces sociétés elles peuvent être, je dirais, taoïstes, bouddhistes, musulmanes, et qui voient qu'un certain nombre de valeurs que nous avons en Occident ne correspondent pas du tout aux leurs, et à leurs yeux, ça ne fait qu'accélérer la déliquescence qui caractérise nos sociétés. Alors,
je pense qu'il y a quand même des raisons de rester objectif, pardon, optimiste, excusez-moi. C'est que nous avons quand même un vieux fonds extrêmement solide. Nous avons depuis plus de cinq siècles bâti toute une série de choses, et il suffirait parfois que des dirigeants politiques un peu courageux soient aux affaires pour redresser un certain nombre de choses. Mais si rien n'est fait, nous allons voir ces tendances s'accélérer malheureusement. Dans le cadre de ce retournement du monde, de cette perte d'influence, on a une très forte perte d'influence en cours de la France en Afrique. Ce matin, nous interviewions un intellectuel panafricain. Selon vous, quelle est la raison pour laquelle la France perd aussi rapidement ses positions en Afrique? Je pense très récemment, Jean-Noël Barrot était au Tchad, où le régime du fils Déby a été maintenu grâce à notre aide, si je m'abuse. Et peu après son départ, le ministre des Affaires étrangères du Tchad dénonce les accords de coopération militaire, en tout cas la présence française militaire, alors pas dans l'immédiat, il faut un certain temps, mais puis juste avant, c'était le président sénégalais, M. Faye, qui a demandé aux troupes françaises de repartir, faisant suite à d'autres cas de ce genre en Afrique. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'on perde pied à ce point-là? Est-ce que c'est juste l'erreur du politique ou il y a d'autres raisons plus profondes? Moi, je pense que sur cette histoire de l'Afrique, il y a 3 éléments qu'il faut garder à l'esprit. Le premier, c'est cette culture de la victimisation de l'Afrique, qui est largement exploitée par les dirigeants africains à l'égard de leur population. Bien sûr, la colonisation existait. Bien sûr que pour nous, citoyens du début du XXIe siècle, quand on parle de cette colonisation, nous sommes tous contre. Mais quand elle a eu lieu, c'était un contexte historique différent. Toutes les puissances occidentales le faisaient. Et voilà. Il y a ensuite l'exploitation de la traite africaine qui est également faite. Donc là-dessus, il y a un véritable montage intellectuel qui n'est pas sans fondement, mais qui est totalement orienté et démesuré. Je n'ai pas le souvenir que nous, Français, avons fait un procès aux Italiens pour avoir été envahis par l'Empire romain pendant la période gauloise, ni aux Allemands pour les guerres de 70, 14, 18 et 39, 45. Donc, on voit vraiment nos amis africains qui sont en plein dedans, et c'est un discours politique de l'Algérie au Sénégal, en passant par la Côte d'Ivoire et d'autres pays, qui est systématiquement utilisé par les élites pour se dédouaner de leurs propres responsabilités quand elles ne font pas elles-mêmes de la corruption. Ça, c'est le premier point. Ce n'est pas le cas partout, mais c'est quand même présent. Mais là, au Sénégal, c'est une nouvelle élite, justement. C'est une nouvelle élite, mais qui finalement reprend les vieilles antiennes, et c'est reparler du massacre des tirailleurs sénégalais, qui est une réalité. C'est aussi fait, c'est une chose qui a eu lieu indéniablement, mais c'est aussi fait pour dissimuler un certain nombre d'épisodes de la traite négrière où les trafiquants d'esclaves blancs et donc occidentaux ne pouvaient se livrer à leur de trafic que parce que les tribus africaines faisaient les razzias pour eux. Donc voilà, à force de ne voir qu'une moitié de l'histoire, il y a une espèce d'hémiplégie qui se met en place qui n'a pas de sens. Le deuxième aspect, c'est que autant nos militaires font du travail remarquable sur le terrain en Afrique, autant nos politiques et certains de nos diplomates, on ne peut pas en dire autant. Quand je regarde le très faible niveau de nos derniers ministres des Affaires étrangères les uns après les autres, ça explique aussi, je dirais, un certain nombre d'erreurs qui ont été faites, depuis l'Élysée jusqu'à la cellule diplomatique, en passant par le Quai d'Orsay, que ce soit Stéphane Séjourné, Barrot, Macron. Quand on voit ce qui se passe après leur voyage dans un certain nombre de pays, je pense notamment à l'un des voyages d'Emmanuel Macron en République démocratique du Congo, on commet impair sur impair, et c'est ce sont les conséquences que l'on a aujourd'hui, nous en sommes responsables. Puis il y a un dernier point quand même qui me semble important, c'est que nous restions présents en Afrique pour des raisons culturelles, pour des raisons linguistiques, mais si je suis extrêmement cynique et pragmatique, j'ai envie de vous dire en quoi notre départ d'Afrique aujourd'hui nous est négatif. Parce qu'en réalité, sur le plan de l'exportation et de l'économie, si vous regardez les grandes entreprises françaises, notamment les entreprises de taille moyenne, PME et autres, l'essentiel de l'activité se fait en dehors de l'Afrique, qui n'est pas un marché extraordinaire pour nous. Et puis, en termes de ressources énergétiques,
sincèrement, bien sûr. Il y a des choses importantes au Niger en matière d'uranium, mais il n'y a rien que nous ne pouvons acheter ailleurs. Et finalement, je dirais que le repli aujourd'hui des garnisons que nous avons en Afrique, si on a l'intelligence de les rapatrier sur nos territoires d'outre-mer pour renforcer la sécurité de ces territoires d'outre-mer qui sont convoités à la fois par des pays étrangers et par certains mouvements de subversion interne, j'ai envie de vous dire, écoutez, puisque les Africains ne veulent plus de nous, en partie en raison de certaines maladresses que nous avons commises, écoutez, laissons leur destin, ils en ont tout à fait le droit. Je ne vois pas pour autant que ce qui se passe au Burkina Faso, au Mali, au Niger depuis le départ des troupes de Français soit le signe éclatant de l'intelligence politique et militaire de nos alliés. Mais puisque telle est leur décision, je pense qu'il faut la respecter. Et pour le Tchad, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a des accords militaires très solides depuis 1958, et juste après le passage d'un... C'est comme un camouflet quoi, à la France. Juste après le passage de ministre des Affaires étrangères français, de dénoncer des accords aussi vieux. Écoutez, oui, c'est un camouflet. On a un petit peu entendu tout et son contraire. Et je vous avoue que n'ayant pas d'informations qui me semblent sérieuses et solides sur cet événement, je ne peux pas me prononcer. Je vous avoue que là, je ne sais pas. Merci. Alors, revenons en Europe, sur le conflit principal que connaît le continent européen, que certains appellent déjà une sorte de troisième suicide européen, vu le nombre de morts et les dissensions et les conflits que cela met entre différents pays européens, et les métastases, je pense à la Moldavie, Géorgie, Roumanie, on ne sait pas encore. Est-ce que, selon vous, d'abord, est-ce que c'est réellement une guerre d'extension de l'OTAN, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Est-ce qu'il pourrait y avoir une solution s'il n'y a plus l'OTAN, ou le conflit est tellement envenimé que maintenant d'autres choses se sont mêlées à ça? Non, je pense qu'on est là typiquement sur un des points d'application majeurs de la politique américaine de l'après-guerre froide. D'abord, il faut rappeler que nous aurions dû dissoudre l'OTAN dès la fin de la guerre froide. À partir du moment où le pacte de Varsovie avait disparu, il n'y avait aucune raison de garder une association militaire qui avait été bâtie elle aussi pour faire face aux dangers que représentait à nos yeux l'URSS et ses alliés à l'époque. Nous n'avions aucune raison de maintenir l'OTAN, et c'est même le contraire qui se produit, puisque l'OTAN maintenant, depuis quelques années, conduit une partie de son action, je dirais, contrairement à son objet social, dans l'Indo-Pacifique. Donc l'OTAN n'étant que, je dirais, une ramification supplémentaire comment dire, de l'action américaine, voilà, nous jouons pleinement le jeu d'auxiliaire. Ce qui est terrible, c'est qu'en France, nous ayons, sous l'influence de Nicolas Sarkozy, réintégré la structure du commandement militaire intégré de l'OTAN, ce qui a été une erreur fondamentale voilà, qu'a fait le président Sarkozy pendant son quinquennat. Maintenant, moi, je le dis d'autant plus volontiers que j'étais jeune officier de renseignement pendant la guerre froide, et qu'à l'époque, nous vivions quotidiennement sous l'évaluation de la menace d'une invasion de l'armée rouge, alors qui était probablement, bien sûr... Vous avez apparemment servi au Cambodge. Oui, mais ça, c'est un petit peu après. Mais c'est vrai que pendant cette guerre froide, quand on était à la service de renseignement, d'abord, on savait qu'on avait 10% des personnes à l'étage qui travaillaient pour le KGB ou le GRU, et en plus, on vivait vraiment sous une forme d'angoisse et de tension du déferlement comment dire, de l'armée rouge sur sur l'Occident. Maintenant, depuis la fin de la guerre froide, les Russes ont montré de manière tout à fait explicite qu'ils étaient prêts à s'ouvrir. Premier élément, moi je me souviens parce qu'on a renoué à la fin de la guerre froide beaucoup de relations avec les officiers contre lesquels nous nous étions affrontés, ce qui déjà nous a permis de voir que nous avions les uns et les autres des visions déformées, et notamment beaucoup de mes camarades du service action que j'ai rencontrés par la suite et qui ont monté des sociétés de sécurité, notamment à Moscou, eux-mêmes étaient les premiers à me dire mais c'est incroyable, on mesure maintenant à quel point les Américains nous donnaient une vision totalement démesurée du danger soviétique. Il y avait un danger soviétique parce que l'exportation de la dictature prolétarienne était quelque chose qui a menacé nos sociétés à un moment donné. Mais finalement, quand on a découvert après-guerre dans les discussions avec les Russes, eux-mêmes se sentaient très menacés de leur côté. À partir de 90, il y a eu non-dissolution de l'OTAN. Engagement des autorités américaines, s'est prouvé aussi bien côté américain que par des gens comme Roland Dumas, de non-extension de l'OTAN au-delà de
au-delà de la situation. Il était même question, lors de la réunification de l'Allemagne, que l'Allemagne réunifiée ne soit pas dans l'OTAN. Donc là-dessus, nous avons menti aux Russes et bafoué les Russes. Nous avons refusé. D'abord, la Russie s'est largement ouverte, puisqu'il faut le rappeler, à l'époque de Yeltsin, les Américains sont rentrés massivement en Russie. Il y a eu des coopérations policières très importantes, notamment FBI milice. Il y a eu des coopérations en matière de renseignement. Il y a eu des coopérations militaires avec les traités ciel ouvert qui permettaient aux Occidentaux de surveiller, d'accéder au ciel, à l'espace aérien russe et de surveiller. Qui étaient dénoncés sous Trump comme les traités INF. Voilà, il y a eu bien sûr ces traités, mais même avant d'en arriver à là, il y avait aussi tout ce qui était comment dire, les accords économiques, hein, où notamment un Jeffrey Sachs, qui le relate souvent dans ses interventions, était lui-même à l'ambassade des États-Unis à Moscou. Il faisait la politique économique finalement russe à la place des Russes. On se souvient aussi que les Russes ont rapatrié toutes leurs forces des ex-pays du pacte de Varsovie, voire d'ailleurs des ex-républiques auxquelles ils ont donné l'indépendance sans qu'il y ait le moindre clash. Ils ont rapatrié aussi toutes leurs têtes nucléaires. J'ai envie de vous dire, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, que ce soit Yeltsin ou Poutine, on est obligé, si on est à minima objectif, reconnaître qu'ils ont joué le jeu et que systématiquement, en face, les Américains ont bafoué leurs engagements et ont poussé le bouchon à chaque fois un peu plus loin, avec bien sûr l'extension de l'OTAN en plusieurs étapes, en intégrant des pays qui, pour des raisons historiques évidentes, étaient extrêmement anti-russes. Hein, c'est vrai qu'ils avaient des raisons de l'être, mais c'est aujourd'hui particulièrement frappant dans le cadre de la guerre en Ukraine. Les positions des Baltes, de la Pologne et de certains autres sont très anti-russes, et d'ailleurs nous pollue finalement nos relations avec Moscou. Et puis il y a ensuite toutes les annonces de Poutine à partir de 2006-2007 sur les lignes rouges, sur le fait que les Occidentaux ont tenté un certain nombre de révolutions en Géorgie notamment. Il y a eu la première révolution orange en Ukraine, il y a les événements de 2014. Donc si on en dresse la liste, sur le papier, ce que je ne vois jamais faire par les grands médias ou par un certain nombre de soi-disant géopolitologues, je crois qu'on est à 12 ou 15 événements dans lesquels les lignes rouges russes ont été franchies, dans lesquels nous avons bafoué tous les engagements qui ont été pris. Et donc, quand les événements de 2021 se sont produits, on voit bien que les Russes l'ont redit, ils nous reproposent, à nous occidentaux, de mettre en place un traité sur une nouvelle architecture de sécurité en Europe, que les Américains balayent d'un revers de main. Dans le même temps, les Ukrainiens s'apprêtent à reprendre leur offensive au Donbass. Rappelons que les populations du Donbass, personne n'a rien dit pour elles. C'est un conflit qui a duré de 2014 à 2021, qui a fait plus de 16 000 morts, mais les droits de l'homme au Donbass n'existent pas. Hein, on considère que c'est quelque chose que l'on peut totalement négliger, alors qu'inversement, les droits de l'homme ou la transgression en Roumanie, en Moldavie, en Géorgie, en Abkhazie ou en Ossétie du Sud sont beaucoup plus importantes que ceux du Donbass. Donc ce deux poids deux mesures n'a cessé de croître, et à un moment donné, il est bien évident que les Russes en ont eu assez. Ils se sont même retrouvés un petit peu dos au mur. Ils ont eu d'autres possibilités, et je le dis, même si ça doit être critiqué, que de passer à une action armée pour assurer la sécurité de leurs frontières. Quand aujourd'hui tout le monde vous dit Israël a le droit à se défendre et à des frontières défendables, j'adhère à cette idée. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le reconnaît pas aux Russes? Vous voyez, on est en permanence dans cette contradiction interne où on décide de qui peut faire appel au droit international et qui n'a pas le droit d'y faire appel. Et c'est donc absolument scandaleux. Et ce qui se passe aujourd'hui est que nous sommes mis nous-mêmes dans un piège, d'ailleurs les Américains aussi, tout ça ne fait qu'accélérer la perte de crédit et la déliquescence de notre monde occidental. C'est vrai que pour ceux qui voyagent comme nous, quand rencontrons des gens du Sud global, ce double standard est maintenant immédiat. Ils le voient tout de suite, les agace considérablement. Mais on l'a vu en Serbie, on l'a vu au Kosovo. Enfin, les exemples sont absolument multiples. On le voit en République démocratique du Congo en ce moment, où cet immense pays qui est agressé par le Rwanda, génocidaire voisin, est toujours sous embargo. Il n'a pas le droit d'acheter d'armes pour assurer sa défense. Enfin, tout ça est assez scandaleux, et tout ça ne fait qu'accélérer cette défiance et cette critique de l'Occident, de l'Occident global partout dans le monde.
Kagame a été formé à Fort Bragg, entre autres choses, il y a bien longtemps. Alors, vous avez, pour revenir à la première question, le premier sujet qu'on a abordé, vous avez été accusé assez rapidement d'être pro-Kremlin, comme à peu près tous les autres qui présentaient les faits tels qu'ils étaient et annonçaient un peu ce qui malheureusement est en train d'arriver à l'Ukraine. J'en ai pour preuve, à l'époque, un journaliste de l'ECI m'avait posé la question, mais vous, qu'est-ce que vous pensez que les Russes vont faire? Est-ce qu'ils vont envahir l'Ukraine? On était en avril, et j'avais dit, mais ils ont déjà distribué des passeports russes, donc je ne sais pas si, en fait, de facto, c'est un peu comme l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud, c'était déjà en manœuvre, au cas où. Il semble que nos dirigeants européens, en particulier français, sont empêtrés dans des mauvais choix, dont le plus caricatural est celui de Bruno Le Maire. Enfin, l'expression la plus caricaturale est celle de Bruno Le Maire, on va mettre la Russie économiquement à genoux. Ça semble être l'objectif de l'ensemble du G7, qui a été un échec. Et dès lors que ça a été un échec, tout le reste ont été une série de mini-échecs supplémentaires. Et quelle est, selon vous, la possibilité de sortir de ce conflit, non pas pour les Ukrainiens et les Russes, mais pour les Européens et les Américains? Si d'aventure, les Russes continuent à avancer et gagnent du terrain, eux ne veulent pas s'arrêter. Je crois qu'il faut regarder les choses en face. Les Russes vont continuer à avancer, gagner du terrain. Le rapport de force est, comment dire, est très très largement en leur faveur. Il n'y a rien à dire dessus. Encore une fois, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est une réalité de terrain. Est-ce qu'ils vont décider de continuer à avancer ou de négocier? Je l'ignore. Certains disent que Poutine est prêt à négocier, d'autres disent qu'il n'est pas prêt à le faire puisque la situation lui est favorable. Ça, pour l'instant, c'est très difficile à déterminer. Maintenant, pour les Américains, l'affaire avec Trump. Et si je me permets, oui, il y a un problème intérieur en Russie, où Poutine a été, et peu de gens suivent ici, mais il est accusé par des gens tout à fait sérieux d'avoir trop voulu négocier avec les Occidentaux. Bien sûr, non, tout à fait. Puis, depuis l'offensive de Koursk, le soutien populaire est encore plus fort. Et chez les Russes en particulier, l'exaspération de l'Occident et de ses mensonges est également très présent, même s'il est évidemment encouragé par une propagande qui, soit dit en passant, n'a rien à voir avec l'ampleur de cette propagande que nous connaissons en Occident, où c'est absolument ahurissant. Alors, j'ai envie de vous dire d'abord, côté occidental, je ne vois pas de journalistes qui fassent sérieusement leur travail. Tout ça est très partial, tout ça est extrêmement orienté, c'est absolument aberrant, à part quelques médias alternatifs. Dieu merci, il y en a de plus en plus, mais tous les grands médias mainstream nous servent une soupe conçue à Washington ou par des spin doctors à Kiev ou ailleurs. C'est un unilatéralisme, mais d'une grossièreté incroyable, avec en plus, comme disent les Américains, des pratiques de naming and shaming pour dénoncer tous ceux qui ne vont pas dans ce sens. Et, nous en avons fait partie, mais nous ne sommes pas les seuls, loin de là. Il y a plein d'autres analystes, de blogueurs en géopolitique qui se voient attribuer les mêmes qualificatifs que nous. Je pense qu'au niveau politique... Alors que les journalistes ne sont pas si mauvais. En déplacement en Russie pour aller au sommet des BRICS, on a rencontré des journalistes français, je ne tairai leur nom évidemment, qui en off et en discussion autour d'un café ou d'un verre sont à peu près d'accord. Mais en off littéralement, ils nous ont dit, mais j'ai un travail à garder. Voilà. Beaucoup de mes amis journalistes, puisque quasiment depuis le début des années 2000, nous étions régulièrement sur les plateaux, me disent on est d'accord avec vous, on est d'accord avec toi, mais on ne peut pas le lire. Voilà. Donc ça, c'est pour les plus anciens, mais je vois aussi toute cette génération de journalistes qui arrive, qui fait à peine de la synthèse d'AFP ou de Reuters pour nous sortir les mêmes stupidités que l'on voit partout. Et d'ailleurs, quand ils ne sont pas médiocres, ce sont des activistes délibérés qui cherche bien sûr à attaquer tous ceux qui tiennent à notre discours. Mais au-delà de ça, ça veut dire qu'il y a aussi un manque d'originalité et de compétences en matière de vision, en matière de politique étrangère. Alors, c'est toujours le débat. Est-ce que la France a perdu tellement de moyens économiques et financiers et d'influence dans le monde qu'elle n'a d'autre choix que de se ranger derrière les Américains? Vous savez, chez les hauts fonctionnaires et une partie de nos élites, certains en sont convaincus en disant les termes de souverainisme, de souveraineté, c'est totalement dépassé. Maintenant, notre seul échappatoire à l'avenir, c'est
c'est d'être parfaitement intégré à ce camp occidental, c'est-à-dire à ce camp américain, et on a malheureusement de plus en plus d'élites qui pensent ça. Et donc, à partir de ce moment où leur pensée va en ce sens, il est tout à fait logique qu'elles mettent en œuvre tout ce qu'elles peuvent pour aller dans le sens de ce que Washington décide et de ce que Washington veut. Il y a bien sûr d'autres acteurs, certes moins influents pour l'instant, dont vous faites partie, dont nous faisons partie, qui essayent de défendre une vision plus nationale des choses. Il est difficile de dire bien sûr qui a raison, chaque camp étant convaincu effectivement que ces idées sont les bonnes. Voilà. Après, pour le reste, ce que l'on voit de manière évidente sur ce conflit ukrainien, c'est que ça a été une destruction complète de l'autonomie européenne, avec un véritable remplacement du centre de gravité au sein de l'Union européenne entre on va dire un axe franco-allemand, même si nous berçons beaucoup d'illusions sur ce couple franco-allemand qui n'est pas jamais qualifié comme tel outre-Rhin, contre, je dirais, un axe maintenant dans lequel les pays baltes, la Pologne ont beaucoup plus de poids, ce qui est assez scandaleux sur un plan historique d'abord. Ce sont des nouveaux venus. Nous contribuons très largement à leur décollage économique sans avoir de contrepartie digne de ce nom. Et puis des pays baltes qui sont anti-russes pour des raisons historiques que je suis prêt à concéder très volontiers. Mais chacun de ces pays baltes ne représente même pas une région française. Donc le poids démesuré qu'ils ont et le fait qu'on ait une femme balte, ancienne Premier ministre, à la tête de la politique étrangère européenne, alors que je dirais, son pays ne représente même pas la population de la Bretagne. C'est un non-sens qui est terrible. C'est une illusion. Extrêmement belliciste pour une diplomate. Et qu'elle est très belliciste au demeurant. Voilà. Donc là, mais finalement, je dirais les seuls qui ont tout perdu. Il y a deux grands ensembles qui ont tout perdu dans ce conflit. Sont d'abord les Ukrainiens, et je pense d'abord aux populations ukrainiennes parce que elles sont les premières victimes de ce conflit, alors qu'elles soient côté Donbass ou même côté Ukraine, parce que leur régime. Enfin, j'ai toujours du mal à parler d'un régime ukrainien. Pour moi, c'est un gang, l'équipe de Kiev. Hein. Tous les dirigeants politiques ukrainiens depuis l'indépendance ont été des corrompus au dernier degré, et avec l'équipe Zelensky, ça frôle les sommets, ça frise les sommets. Et puis les deuxièmes qui ont perdu sont les Européens, pour des questions économiques, pour des questions de souveraineté. Les deux autres ensembles, que ce soit Washington ou Moscou, n'ont pas tout perdu dans ce conflit. Les Américains n'ont pas réussi à affaiblir la Russie, mais ils ont réussi à domestiquer l'Europe. Donc, ce qu'ils n'ont pas pu obtenir d'un côté, ce qui était probablement leur objectif secondaire, a été réalisé, aussi bien sur un plan rattacher la Suède et la Finlande à l'OTAN. Bon, voilà, et puis ils ont surtout réussi à ils vendent de plus en plus d'armements, ils imposent une interopérabilité qui va très largement au détriment de l'industrie européenne d'armement et notamment de l'industrie française. En plus, ils nous ont vendu du gaz naturel liquéfié au prix fort. Ils contrôlent littéralement notre politique étrangère, donc voilà, ils ont réussi à nous intégrer un peu plus sous leur influence. Et puis, côté russe, même si je pense que les Russes s'en tirent un peu mieux que les Américains, ils se sont retrouvés quand même de facto coupés de ce monde occidental dont Poutine voulait les rapprocher dès 2002 et avec lequel les liens sont finalement assez forts, notamment les liens historiques entre la France et la Russie sont des liens très forts et très anciens. Voilà, bon, pour eux, je pense que le score est moins négatif, mais ils sont quand même aussi dans une posture de guerre, donc ils ont perdu beaucoup d'hommes, un certain nombre de leurs villages ou de leurs villes ont été parfois pris pour cible, donc il n'y a pas un gagnant étincelant dans ce conflit. Je dirais que celui qui s'en tire le mieux, à mon sens, c'est la Russie, devant les Américains qui ont quand même atteint certains de leurs objectifs, et puis alors les grands perdants sont bien sûr les Ukrainiens et les Européens. Pour en revenir à un point que, d'ailleurs, vous parlez du couple franco-allemand, juste un petit salut à nouveau à la mémoire de Corly Delhomme qui avait écrit Le couple franco-allemand n'existe pas et qui nous a quittés déjà il y a 4 ans, il y a quelques jours, d'un cancer foudroyant. Pour revenir sur ce que vous disiez sur les décisions prises par un certain nombre de nos élites d'accepter d'être inféodés aux États-Unis, puisqu'on parle d'ingérence étrangère, est-ce qu'on n'a pas ce problème lourd dans notre pays, une ingérence américaine maximum, celle-là même qui est reprochée aux Russes, mais qui est fait visage découvert ici, que ce soit par la French American Foundation, que ce soit par le German Marshall Fund, que ce soit par l'Atlantic Council, qui place des députés, des ministres, des gens à énormément de postes de décision,
il me semble que depuis Sarkozy, la moitié des ministres ont été young leaders. Imaginons que la moitié de nos ministres ait été une officine de think tank russo-française ou sino-française, on trouve ça un peu bizarre quand même. Est-ce que le problème, ce n'est pas justement, non pas une vision objective de cette élite, mais une sorte de trahison des élites, comme le disait Christopher Lasch, et vous aviez repris, il me semble, la formule concernant la vente d'Alstom. Oui, alors vous avez raison. Mais en même temps, ça s'explique assez bien. C'est que cette prise de contrôle et ce partage finalement d'idées communes, il remonte à la Seconde Guerre mondiale. D'abord, ça s'est fait contre l'Allemagne dans un premier temps, et puis à partir de 1945-1947, ça s'est fait contre l'Union soviétique. Donc, dans le cadre du plan Marshall, les investissements, les manœuvres d'influence américaines ont été très fortes parce que leur but était de faire en sorte que l'Occident ne tombe pas dans l'escarcelle du communisme international, et je pense que ça a été une très bonne chose à l'époque. Voilà, malheureusement, depuis 1945, les gens ont été travaillés en profondeur. Alors, on a été d'autant plus travaillés en profondeur que quand même beaucoup de nos valeurs sont communes. Des valeurs de démocratie, des valeurs occidentales, beaucoup de choses sont communes. C'est pour ça que cette forme d'infiltration interstitielle s'est faite naturellement. Seulement, on n'a pas vu à un moment donné qu'elle était, à la fin de la guerre froide des années 90, qu'elle était devenue nocive et qu'elle se transformait peu à peu dans une prise de contrôle qui ne nous permettait plus de décider librement. Voilà, à partir de ce moment-là, beaucoup de nos concitoyens sont tellement gagnés à ces idéaux, finalement, qu'ils considèrent que partager, relayer, défendre des idées conçues à Washington est quelque chose de naturel puisque ce sont nos valeurs. Ils ne se rendent pas compte qu'ils font le jeu de l'étranger, ou en tout cas qu'ils font un jeu qui est nocif et contre-productif par rapport à nos valeurs. Il suffit de voir ceux qui interviennent sur un certain nombre de plateaux de télé. Ce qui a pour moi été le plus frappant, c'est la pseudo-commission contre les ingérences étrangères qui a été lancée à l'Assemblée nationale, notamment, je crois, sous la houlette d'un élu du Rassemblement national qui, de peur que son parti soit accusé d'être pro-russe, s'est fait l'avocat du diable dans l'autre sens. Et je me souviens de son interview avec François Fillon, où il lui demandait s'il y avait eu des ingérences pendant que Fillon était à Matignon. Et à chaque fois que François Fillon lui expliquait qu'il avait vu, lui, des ingérences quasi quotidiennes de la part des Américains, le député du Front National voulait absolument l'entendre dire que c'était les Russes. Donc, vous voyez, on est entre le politiquement correct et les systèmes d'influence, nous sommes malheureusement très, c'est pas le mot infiltré, mais très gangrénés par cet état d'esprit. Voilà. Et puis, aujourd'hui, il est quasiment impossible pour un homme politique qui tiendrait un discours et qui voudrait s'affranchir de cette tutelle d'être élu, parce qu'immédiatement toute la machine de guerre médiatique, d'action politique d'outre-Atlantique et leur relais européen ferait en sorte de le qualifier de pro-russe, de pro-ceci, de pro-cela. Donc nous sommes confrontés à la fois un problème de courage, parce qu'il faudrait qu'il y ait bien sûr un acteur politique qui ait la trempe pour s'opposer à cela, mais il y aurait aussi un problème de faisabilité, parce qu'immédiatement, c'est pas parce que vous avez du courage que vous ne serez pas attaqué, je dirais, par un appareil politico-médiatique qui fera tout pour annihiler votre action. Et pourtant, vous le disiez, on en parlait tout à l'heure, il y a un certain nombre de journalistes qui en fait sont au courant des choses. Est-ce qu'il n'y a pas non plus une certaine possibilité au sein des élites françaises mais de résister, juste par ras-le-bol? Je me souviens de nombreux 3 visites au salon du Bourget, où j'organisais les visites pour Jean-Luc Mélenchon à une époque. Et on finissait à déjeuner avec les dirigeants d'Airbus et de ADS puis d'Airbus. Et à chaque fois, ils me disaient la même chose. Ah oui, on a d'espionnage russe et chinois, bon, c'est une guerre, on lutte. Et là où le problème principal, c'est le pillage américain, d'autant plus qu'on est coincé parce qu'on a plein de joint ventures avec eux et que en fait les portes sont ouvertes. On a un président qui décide que Windows c'est un bon système d'exploitation pour le ministère de la Défense. Je pense à François Hollande à l'époque. Il y en a qui n'ont pas beaucoup apprécié ce qui est arrivé à M. Pierucci, à Alstom. Et là, on a des pertes considérables. Il y a quand même des réactions qui se font dans le patronat français et allemand. On dit, c'est un peu stop là. On est vraiment en train de se faire totalement désindustrialiser par nos meilleurs alliés.
Ah ben, c'est évident. Alors, la France a longtemps été la cible numéro un de l'action économique de la déstabilisation américaine. Moi, j'ai beaucoup écrit dessus. Je suis pas le seul à l'avoir fait, mais on a beaucoup écrit dessus. L'affaire Alstom n'en est qu'un épisode parce que ça avait commencé bien avant et ça s'est poursuivi après. Je crois avoir fait un papier, je crois, sur les 10 grandes affaires au cours de la dernière décennie dans lesquelles les Américains nous ont taillé des croupières en passant par Airbus, BNP, Alcatel. Technip, bien sûr l'affaire Alstom. Ça montre alors pour le coup une cécité, une incompréhension de la compétition économique par nos dirigeants politiques. Déjà que les dirigeants politiques ne s'intéressent pas beaucoup au renseignement. En tout cas, ça s'est un peu amélioré depuis 2015 et les attentats antiterroristes, mais généralement, ils ne s'intéressaient pas à ça. Alors, sur ce qui est de la compétition économique cachée, ils demeurent totalement à l'ouest. Alors, certains chefs d'entreprise sont beaucoup plus conscients, et d'ailleurs dans des tas de secteurs, pas uniquement dans l'armement, mais ils vont vous dire que malgré tout, leur marché étant américain, ils ne peuvent pas prendre des positions trop dures. Le problème, c'est que nous ne faisons rien. Alors, ce qui est amusant, c'est que les Allemands, en l'espace de 2 ans, sont devenus encore plus, je dirais, asservis que nous, puisque le fait que Nord Stream 2 et Nord Stream 1 aient été sabotés en septembre 2022 a totalement mis leur économie à plat. Hein, leur industrie est en train de mourir, on voit les licenciements, on voit la désindustrialisation, on voit les entreprises qui quittent le sol allemand pour aller se mettre sur le sol américain. C'est un assassinat en bonne et due forme d'une ampleur que la France n'a pas connue, parce que nous, c'est plus diffus et plus régulier. Et si nous n'avons pas réagi, les Allemands se couchent littéralement devant les États-Unis. Alors, il y a bien sûr quelques personnes qui protestent. Nous avons des contacts outre-Rhin, d'ailleurs, qui nous apportent des informations chaque jour un peu plus intéressantes sur le pseudo-sabotage de Nord Stream 2 et le fait que la version vendue par les CIA, BND aux grands médias allemands ne tient pas la route. Voilà. Mais toujours est-il qu'ils se sont totalement couchés. Ceci dit, je ne vois pas un seul chef d'État ou un chef de gouvernement européen qui aujourd'hui accepte de tenir tête à Washington. On voit bien comment Giorgia Meloni, de son côté, qui avait un discours très énergique avant d'arriver au pouvoir, a finalement décidé de négocier sur un plan international le fait de suivre toute la politique américaine pour ne pas être embêté, ce qui lui permet de faire un certain nombre de choses sur le sol italien afin de faire aboutir sa politique et son idéologie. Donc on est vraiment sur un manque de courage, mais qui est aussi lié à un manque de moyens d'action. Vous me direz, on peut toujours se redonner les moyens d'action si on en a le courage et la volonté. C'est pour le moment ce qui fait vraiment défaut dans la vieille Europe, qui de toute façon, c'est la vraie question, va-t-elle durer? Va-t-elle durer? Parce que les dissensions sont telles, les problèmes économiques aussi, l'euro aujourd'hui semble de moins en moins viable. Est-ce qu'il ne faudrait pas arriver à un euro latin et un euro rénan, si je puis dire, tellement les systèmes économiques évaluent de manière différente. Et puis, il y a aussi les intérêts géopolitiques qui varient. C'est-à-dire que face à la menace terroriste, les pays du Sud, notamment la France, l'Italie et l'Espagne, ne rencontraient finalement qu'une aide ou qu'une oreille très, très peu attentive de l'Allemagne, qui ne se considérait pas vraiment menacée par Al-Qaïda et Daesh, en tout cas jusqu'aux événements syriens, et qui, elle, était beaucoup plus concentrée sur ce qui se passait justement en Ukraine et en Russie. Donc là aussi, même au-delà de ça, des intérêts économiques, les intérêts politiques sont différents. On se rappellera la signature le lendemain de l'arrêt des accords du marché sur la vente de nos sous-marins à l'Australie, un accord stratégique signé par l'Allemagne avec l'Australie sur la défense, sur la sécurité spatiale. Bon, qui était passé un peu sous les radars, mais ça nous aurait agacé si on avait été au pouvoir. Enfin, franchement, on peut le dire. Ah ben, les Allemands ne jouent pas le jeu, on le voit chaque jour sur les programmes de chars, sur les programmes d'avions de combat. Encore une fois, je ne jette pas la pierre aux Allemands qui défendent leurs intérêts. Mais ce qui me sidère, c'est que nous ne voyons pas que nos partenaires défendent leurs intérêts à notre détriment et que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de prendre un certain nombre de décisions, quitte à ce que nos partenaires en souffrent à leur tour, pour d'abord leur rendre la monnaie de la pièce, mais surtout pour tout simplement assurer la survie et de l'industrie française et de notre autonomie stratégique. Mais ça, on ne semble pas capable de le faire. Alors, on arrive au bout de quasiment d'une heure déjà, ça passe très très vite de discussion. Juste une question par rapport à ce qu'on vient de se dire. Est-ce que vous pensez que malgré le manque de courage, voire la trahison d'un certain personnel politique, est-ce que vous pensez que la France a toujours en elle-même les capacités
d'une certaine indépendance, d'une politique industrielle et géostratégique gaullienne. Oui, je pense pour une raison simple, c'est que historiquement, si on regarde ce qui s'est passé en 1939-1940, nous étions au 36e dessous, nous avons connu une défaite une défaite majeure dans notre histoire, une des plus importantes, et que malgré ça, la volonté d'un seul homme à Londres, qui avait une vraie vision politique et stratégique, dans des conditions qui certes nous ont été favorables, mais aussi parce que nous avons su les saisir, a permis de remettre la France comme un des 5 grands, et donc nous bénéficions toujours de cette position aujourd'hui. Donc rien n'est impossible, ce qui ne veut pas dire que ce soit facile, mais ma vraie question, c'est est-ce que nous avons les hommes pour faire ça, et si nous avions l'homme ou les hommes pour le faire, c'est est-ce que le peuple est capable de suivre? Parce que je me souviens un jour d'une conférence très intéressante de Peter Drucker, qui était un grand pape du management aux États-Unis, et on lui posait la question du leadership. Et ils disent pour qu'un leadership sorte, pour que quelque chose se fasse, il faut 3 conditions. La première, il faut un homme, parce que s'il n'y a pas d'homme qui déclenche un mouvement, sans en faire un culte de la personnalité, il faut un leader. Deuxième chose, il faut qu'il y ait un peuple qui soit prêt à le suivre, parce que si l'homme a raison, mais que le peuple est dans un état d'apathie ou de concentration sur ses petits intérêts personnels, ça ne marchera pas. Puis troisièmement, il faut les conditions favorables, c'est-à-dire qu'il faut un contexte économique et géopolitique qui permette aux idées de se faire. Et si on n'a pas ces 3 conditions réunies, les choses ne marchent pas. Alors, je trouve que cette réflexion de Peter Drucker, qui était au départ appliquée à l'entreprise, est à la fois très vraie en politique, et c'est vrai quand on regarde l'aventure gaullienne, on se rend compte que c'est une époque où nous avons eu à la fois la chance d'avoir un leader hors du commun, des conditions favorables sur cette Seconde Guerre mondiale avec l'appui des Américains et des Britanniques, et un peuple français qui, toutes tendances confondues, était prêt à se libérer. On l'a revu une deuxième fois dans des 30 Glorieuses, enfin à partir de 1958, où c'était à la fois les 30 Glorieuses, où nous avions de nouveau le retour de De Gaulle en tant que leader, et puis quand même, là aussi, une population qui était prête à évoluer. Voilà, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui nous ayons plus d'une condition. Je ne suis pas sûr que la totalité du peuple français soit prête à bouger. Les conditions ne nous sont pas très favorables et je ne vois pas aujourd'hui d'hommes politiques prêts à incarner ça. Donc, même si je suis très optimiste, je le suis à moyen et long terme. À court terme, je dois avouer que nous sommes vraiment dans le brouillard.